Bien, Madame la Présidente, chère Catherine, non seulement je tiens à vous remercier de nous accueillir et d'avoir mis à notre disposition cette salle dans cette belle maison de l'Europe que vous présidez, mais je vous remercie aussi pour vos paroles, parce que on se connaît depuis de très longues années, puisque nous avons passé quelques années ensemble au Parlement européen. Mais je suis vraiment très favorablement impressionné par ce que vous venez de dire, parce que pour l'essentiel, nous pouvons nous y retrouver parfaitement. Quand vous évoquez les valeurs du Conseil national de la résistance, ça nous va droit au cœur, inutile de vous le préciser. Ce que vous avez dit sur Gabriel Péry, sur les valeurs, et y compris sur la question de la dimension spirituelle. Je reprends volontiers, dans l'esprit qui est le vôtre, ce mot à mon compte. La dimension spirituelle de la construction européenne, ça nous interpelle au plus haut point, parce que, comme vous l'avez rappelé très pertinemment, nous ne sommes pas des europhobes, nous sommes des partisans d'une construction européenne à dimension humaine. Ce que vous avez dit, et c'est précisément le constat qu'à nos yeux, la construction européenne s'éloigne dangereusement de cet idéal-là, que nous la critiquons. Je la critiquais déjà quand nous étions ensemble au Parlement européen, mais je n'imaginais pas à l'époque que la construction européenne aurait un jour le visage qu'elle a aujourd'hui. Et nous sommes là en plein dans le sujet de ce colloque. Puisque nous parlons d'une crise existentielle de l'Europe. Pourquoi existentielle? D'abord parce qu'elle est multidimensionnelle, on va y venir, qu'elle est d'une gravité sans précédent, et aussi que l'Union européenne n'est, pensons-nous, pas assurée aujourd'hui de pouvoir surmonter cette crise. Ce constat est du reste partagé par nombre d'acteurs éminents du processus européen, même si les conclusions qu'ils en tirent de ce diagnostic lucide ne correspondent pas aux nôtres. Ainsi, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans son discours d'investiture au Parlement européen, a dit « Cette commission est celle de la dernière chance ». Or, sa commission, c'est 5 ans. Ça veut dire qu'il a tiré, d'une certaine manière, la sonnette d'alarme. Et ce verdict sans appel, j'ai été pendant 30 ans au Parlement européen, je n'ai jamais entendu aucun de ses prédécesseurs le faire. Et je pense qu'il faisait allusion au désenchantement massif de millions d'Européennes et d'Européens vis-à-vis de la construction actuelle, de son contenu, de son fonctionnement, de l'attitude d'un certain nombre de ses dirigeants. Et ça s'est traduit au niveau des dernières élections et plus généralement. Ici ou là, fort heureusement, depuis, cette exaspération a réussi à s'exprimer de façon positive, constructive, pro-européenne, mais dans une optique alternative. Et là, je pense en particulier à l'expérience de Syriza en Grèce, qui nous occupera l'essentiel de la matinée. Quoi qu'il en soit, je pense qu'une conclusion s'impose, et j'ai cru comprendre que c'était également votre avis, Madame Lalumière, c'est que le statu quo est impossible. Il est impossible sur le plan social. Je pense qu'une construction européenne ne peut pas exister durablement avec un jeune sur 4 au chômage et avec des inégalités galopantes. Je lisais jeudi dernier un article de Joseph Stiglitz dans Le Monde qui dit « Une génération entière a été sacrifiée en Europe. Les inégalités ont mis fin au rêve européen. » C'est terrible. Et le statu quo n'est pas possible non plus sur le plan économique. Nous sommes aujourd'hui au bord de la déflation. C'est d'ailleurs ce danger qui a conduit la Banque centrale européenne à déverser
des tombereaux d'argent sur qui? Sur les banques. Avec quel usage? Aucun usage prédéterminé, c'est-à-dire pas aucune mesure permettant de s'assurer que cet argent aille à l'emploi, à la formation, à la recherche, au salaire. Donc vraisemblablement sans solution. Je pense que toute cette situation en dit long sur les besoins de rupture, mais de rupture positive, de rupture constructive, mais de rupture néanmoins avec l'Europe telle qu'elle se fait. Et le statu quo n'est pas possible non plus sur le plan de ce qu'on appelle, d'un mot que je n'aime pas, mais qui est courant à Bruxelles, de la gouvernance européenne. Parce que je pense que la question de la gouvernance européenne, la façon dont ça se fait, est avec l'austérité l'autre grande raison de ce désenchantement des citoyens. Il y a 4 ans déjà, une grande figure de la construction européenne, Jürgen Habermas, le grand philosophe allemand, avait dit ceci, il avait lancé un véritable cri d'alarme, prémonitoire maintenant avec le recul, en disant « Nous assistons pour la première fois de l'histoire de l'Union à un recul de la démocratie. Je ne pensais pas la chose possible. Nous nous trouvons à la croisée des chemins. » Sauf que c'était fin 2011 et que nous sommes en 2015 et que nous n'avons pas vu de changement positif, bien au contraire. Et il avait ajouté ce joli mot de gouvernance, Habermas qui parle, n'est qu'un euphémisme pour désigner une forme dure de domination politique. Fin de citation. Et je vais citer une autre personnalité, également fondamentalement liée au projet européen, Jacques Delors. Jacques Delors, dans Il Mulino, le 3 juillet 2012, a dit ceci à propos des mesures les plus récentes en matière de gouvernance européenne. Je le cite, « Entre le semestre européen, le six-pack, puis le two-pack, puis le pacte budgétaire et enfin le pacte dit de croissance, je me demande qui comprend, voire maîtrise le système, qui peut dire à quel partage ou à quel transfert de souveraineté conduiront les nouveaux dispositifs de contrôle ?» Et c'est un homme de l'art qui souligne ce problème. Et le summum, bien sûr, le summum des dérives de cette gouvernance, c'est naturellement, à nos yeux, la Troïka. C'est-à-dire la mise sous tutelle d'un pays et l'humiliation d'un peuple, avec comme bilan final une situation économiquement pire qu'au départ et une déstabilisation de toute la société. Pour nous, c'est un anti-modèle absolu. Nous en sommes là. C'est pourquoi nous avons intitulé notre colloque « Europe, une crise existentielle ». Mais les 2 mots les plus importants de notre thème, à nos yeux, c'est « et maintenant ». Parce que nous ne voulons pas nous complaire dans des regrets, des récriminations. Nous voulons construire. Donc, et maintenant, nous ne sommes pas de ceux qui se délectent de cette crise, elle nous alarme. C'est pourquoi notre critique, si elle est radicale, c'est-à-dire si elle va à la racine des problèmes, elle est en même temps constructive. Nous recherchons à ouvrir la voie à des alternatives. Ce sera l'esprit de nos 3 tables rondes. La première, vous avez certainement vu le programme, la première, je vous rappelle, a pour thème l'Europe après la victoire de Syriza. Elle est à nos yeux très très importante. Cette victoire, pour nous, exprime pour la première fois au niveau d'un gouvernement ce qui se cherche depuis longtemps parmi les peuples. C'est ce qui explique le courant de sympathie que ce mouvement de Syriza, cette victoire de Syriza, rencontre. Malheureusement, c'est pour le moment un cas unique et en plus il se produit dans un pays très affaibli.
ce qui conduit à cette tendance des gouvernements et des institutions en place à tenter de faire capituler ces intrus par tous les moyens en leur possession, et notamment l'arme financière. Et à cet égard, je veux dire que la décision immédiate de la Banque centrale européenne de couper le robinet des crédits qu'elle savait indispensables à ce pays, qui a suivi la voie tout à fait démocratique pour désigner ces nouveaux dirigeants, est un acte inqualifiable. Inqualifiable qui, à mon avis, restera dans les annales parmi les actes qui ont dénaturé la construction européenne. Comme l'a dit Pierre Moscovici à Jean Quatremer, le journaliste de Libération, qui a publié ses propos le 10 mars dernier, je cite Pierre Moscovici d'après Jean Quatremer, « Schäuble, qui est un vrai dur, veut mettre Syriza à genoux pour qu'il parte, mais les sociodémocrates ne voient pas non plus d'un très bon œil des concessions à Syriza, car on leur reprocherait de ne pas avoir obtenu la même chose pour leur pays. » Fin de citation. Il est donc urgentissime de sortir de ce piège mortel. Il ne faut pas voir les demandes, à nos yeux très raisonnables, du gouvernement grec comme une exigence d'un gouvernement isolé parmi 19 de la zone euro, mais plutôt comme la demande de la fin de l'austérité, la demande du respect de la démocratie, de la dignité, de la souveraineté populaire, une demande largement partagée qui rencontre de larges aspirations des citoyens européens dans de nombreux pays de l'Union. L'Europe, à nos yeux, doit donc changer, pas pour céder à Syriza, mais pour entendre, pour montrer aux peuples européens qu'elle entend ce qui monte de nombreuses sociétés européennes. Sinon, ce ne sera pas Syriza qui sortira des urnes la prochaine fois, en Grèce ou ailleurs. Ce seront ces cohortes populistes, xénophobes et europhobes dont vous évoquiez la menace tout à l'heure, Madame Lalumière. Voilà donc l'importance de cette première table ronde. Nous avons donc invité des interlocuteurs de sensibilités différentes, dans l'esprit que vous évoquiez, Madame Lalumière. Nous ne souhaitons pas provoquer la polémique. Nous souhaitons un débat de fond, sérieux, responsable, respectueux et sur le fond. Nous aurons donc d'abord deux témoignages. Giorgos Karatsioubanis, qui est membre du département des questions européennes de Syriza et que nous remercions tout particulièrement d'être venu parmi nous aujourd'hui, et Rosa Moussaoui, qui est journaliste à l'Humanité et qui était envoyée spéciale du journal à Athènes pendant une longue période. Et après cela commence la table ronde elle-même, avec comme intervenant Monsieur Yves Bertoncini, qui est directeur de l'Institut Jacques Delors. Je remercie également beaucoup d'avoir accepté immédiatement notre proposition d'intervenir. Et après son exposé, il y aura le débat avec la salle et bien sûr avec Giorgos et Rosa, tant qu'ils le souhaitent. Ensuite, en fin de matinée, nous aurons une deuxième table ronde qui portera également sur la recherche d'alternatives, de perspectives positives, avec d'une part la question si importante d'une véritable politique industrielle européenne, avec Marie-Claire Caïto, qui traitera notamment de la question de l'énergie, dont elle est responsable du suivi à la CGT, et puis l'énergie d'ailleurs, qui est une grande priorité de la nouvelle commission Juncker, donc ce sera intéressant d'entendre un autre point de vue. Oui. Également la politique agricole européenne, avec deux intervenants très qualifiés, l'un et l'autre. D'une part,
Gérard Lepuil, qui est journaliste et un expert reconnu des questions agricoles, et d'autres qui publient beaucoup de livres, très pédagogiques. Et d'autre part, Aurélie Trouvé, que beaucoup d'entre vous connaissent pour ses anciennes fonctions dans le monde associatif, mais qui interviendra comme agroéconomiste. Et je la remercie également d'avoir tout fait pour se libérer aujourd'hui. Et enfin, après la pause de déjeuner, nous aurons une brillante table ronde sur l'Europe et le monde. Vous y avez fait allusion, Madame Lalumière, avec 3 intervenants qui participent pour la première fois à une initiative de la Fondation Gabriel Péri, et nous les en remercions chaleureusement. Et il y aura Loïc Henkin, ambassadeur de France, ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, qui traitera de la question de la politique européenne de voisinage à l'épreuve de la crise ukrainienne. Inutile de dire que c'est un sujet majeur, puisque c'est la question de la guerre et de la paix qui est en jeu. Et d'ailleurs, la politique européenne de voisinage fait l'objet d'une révision dont on ne connaît pas pour le moment les grandes lignes au niveau de la Commission européenne. Il y aura également Jean Poitou, qui est climatologue et secrétaire du mouvement Sauvons le climat, sur le thème du réchauffement climatique et du positionnement de l'Europe à cet égard. Vous savez que c'est très actuel aussi, puisque à la fin de cette année, il y aura la conférence mondiale sur le sujet à Paris. Et enfin, last but not least, Pierre Defraigne, que j'ai salué tout à l'heure, directeur de la Fondation Madariaga, Collège d'Europe de Bruxelles, une institution de grand renom. Et M. Defraigne est un interlocuteur parmi les mieux placés pour parler du grand marché transatlantique, puisque dans une vie antérieure, il a assumé de très très hautes responsabilités à la Commission européenne en matière de commerce international. Et aujourd'hui, sa position est très intéressante sur le traité transatlantique qu'il juge, si je me permets de résumer votre pensée et vos écrits sur le sujet, qu'il juge antinomique avec un projet européen. Donc, passionnant. Voilà, donc un grand merci à tous nos invités. Un mot encore pour présenter les animatrices et animateurs de ces tables rondes qui font partie de la Fondation Gabriel Péri. Je commence par la fin. Cette 3e table ronde sera animée par Dominique Barry, qui est journaliste, spécialiste des questions internationales et chargé de mission à la Fondation. La 2e table ronde de ce matin sera animée par Michel Mazot, le directeur de la Fondation. Et enfin, celle qui va commencer dans un instant sera animée par Daniel Cirera, qui est secrétaire général du Conseil scientifique de la Fondation, et moi-même, vice-président de la Fondation. Voilà, et maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet, la Grèce, avec l'esprit que j'évoquais tout à l'heure, de sérieux, même de gravité, qu'impose le thème en question. Et c'est la raison pour laquelle je vais laisser la parole à Giorgos Katsioubanis. À toi. Merci Francis.